Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé7, les titres de ce journal. Le M23 accusé d'être au centre d'une contrebande minière à l'est de la RDC via le Rwanda et le Burundi. La révélation vient d'une ONG américaine, Enough Project. Dans un communiqué qu'elle vient de publier, l'ONG estime que la vraie motivation de cette guerre demeure le commerce illicite des minerais. Élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province orientale. 5 candidats sont en lice, mais 2 seulement sortent du lot. Le candidat de la majorité présidentielle, Jean-Pierre Darwezi, est le grand favori, alors que l'indépendant Jean Bamanissa joue le outsider. Nous aurons en ligne depuis Kisangani notre envoyé spécial. Vous savez peut-être déjà, le rapport Doing Business de la Banque mondiale, édition 2002, classe la RDC à la 181e position. Une position peu honorable, surtout que le pays a perdu quelques points. Mais à Kinshasa, on relativise. Voilà tout pour les titres de ce journal. Bonsoir. Encore des révélations sur la crise dans l'est du pays. Une ONG américaine, Enough Project, accuse le M23 d'être au centre d'une contrebande minière dans la partie est de la RDC via le Rwanda et le Burundi. Dans un communiqué qu'elle vient de publier, l'ONG estime que la vraie motivation de cette guerre demeure le commerce illicite des minerais. Bijumbouyi pour le commentaire. Enough Project, une ONG qui s'est spécialisée dans la lutte contre le génocide et les crimes contre l'humanité, fait part de l'intensité du trafic minier dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement avec le Rwanda et le Burundi. L'ONG, qui a son quartier général à Washington, pointe du doigt le mouvement du 23 mars. Dans un communiqué, l'organisation fonde ses allégations sur des détails contenus dans le rapport confidentiel des experts de l'Organisation des Nations Unies qui montre que la contrebande des minéraux au Rwanda et au Burundi est à la hausse en dépit des efforts du gouvernement congolais pour réglementer ce commerce. L'ONG américaine souligne que les profits de cette contrebande minière sont utilisés pour financer la rébellion du M23 qui a débuté en avril et a occasionné plus d'1 million de personnes déplacées. Dans le même texte, Enough Project reprend une affaire judiciaire qui a transpiré à Goma au début du mois d'octobre qui, selon elle, fournit une illustration convaincante de la manière dont ces opérations de contrebande se déroulent sur le terrain. C'est l'affaire de la cargaison de 2 tonnes de coltan interceptées par les autorités congolaises à la frontière rwandaise. Comme d'autres ONG qui l'ont fait avant elle, Enough Project interpelle à nouveau les bailleurs des fonds à s'impliquer efficacement sur le terrain pour mettre fin au commerce illicite des minerais dans l'est de la RDC qu'elle considère comme le nerf de la guerre qui mine depuis une dizaine d'années cette partie de la RDC. Les informations rapportées par Enough Project prouvent une fois de plus que les revendications du M23 n'ont pas été celles distillées dans l'opinion. Mais la grande motivation de la guerre menée dans l'Est est le contrôle des minerais en vue de leur exportation frauduleuse via le Rwanda et le Burundi, comme le révèle cette ONG. Matata Ponyo crève l'abcès. Le Premier ministre juge hypothétique une solution régionale. Pour lui, la solution à la crise qui se vit dans la partie est du territoire national ne pourrait pas venir de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon le chef du gouvernement, qui l'a dit au cours d'un échange avec la presse, profitant de son séjour au continent européen, le gouvernement congolais aurait-il changé de cap quant à ce sujet? Suivez ce commentaire de la rédaction avec Bijumbouyi. Pour le Premier ministre congolais, toutes les initiatives prises jusqu'à ce jour pour mettre fin à la crise dans l'est de la RDC au niveau de la CIRGL s'avèrent hypothétiques. Elles ne seraient pas de nature à favoriser un retour de la paix dans l'est de la RDC, encore moins une stabilité dans les Grands Lacs. Poursuivant son périple européen, Matata Ponyo a fait cette déclaration à la presse à l'État de Bruxelles. L'homme révèle un changement de cap dans la résolution de cette crise qui perdure. On parle de la solution régionale, mais que peut être l'apport de la solution régionale lorsque dans cette même sous-région, ceux qui sont censés apporter la solution sont impliqués, s'interroge le chef du gouvernement. En lisant entre les lignes cette déclaration courageuse, des analystes se demandent s'il ne s'agit pas d'un désaveu de la CIRGL fait à mot couvert par Kinshasa. D'autres modérés y voient plutôt une forme de pression que mettrait le gouvernement congolais sur une organisation sous-régionale qui peine à se montrer impartiale. À tout prendre, la déclaration du chef du gouvernement rejoint le point de vue de la majorité des Congolais qui sont convaincus que toute recherche de résolution de la crise dans l'est du pays sous l'égide d'une organisation contrôlée par les agresseurs reste une simple distraction. Allusion faite aux 4 sommets de Kampala qui ont vécu sans que des perspectives positives ne pointent à l'horizon. La raison est simple, ce sont les pyromanes qui ont reçu la charge de piloter le processus.
Le résultat ne peut être que celui enregistré jusque-là, l'enlisement, ou plutôt le statu quo. À présent, seul le langage de fermeté reste de mise. Sans fioritures ni faux fouillons, le Premier ministre Matata vient de mettre le doigt sur la plaie en évoquant le vrai problème qui plombe les négociations en cours entre les États membres de la CIRGL. Un secret de polichinelle que Kigali et Kampala apportent un soutien multiforme aux rebelles du M23, un mouvement insurrectionnel créé de toutes pièces par ces deux capitales pour déstabiliser la RDC. Pour le chef de l'exécutif, il faut imaginer la solution d'une MONUSCO qui serait une force des Nations Unies renforcée, remodelée, redéployée avec des capacités pour pouvoir prouver l'intrusion des forces étrangères pour déstabiliser la RDC. Je vous le disais en titre, élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province orientale. 5 candidats sont en lice, accompagnés chacun de son colistier. Deux parmi eux sortent du lot, le candidat de la majorité présidentielle, Jean-Pierre Darwezi, et l'indépendant Jean Bamanissa. Visiblement, le scrutin va se jouer entre les deux hommes, même si le candidat de la MP part avec la faveur des pronostics. Des précisions avec notre envoyé spécial à Kisangani, à Banchemissi. 5 candidats pour un seul fauteuil de gouverneur. Celui qui sera élu deviendra le 38e gouverneur de la province orientale. Voici le nom des candidats: Jean-Pierre Darwezi, Mokombe, Jean Bamanissa, John Tokole, Omega et Lioto. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le prochain gouverneur est quasi connu. La MP a une large majorité à l'Assemblée provinciale. Sur 96 députés, 64 sont de la majorité présidentielle. Un mot d'ordre a été lancé pour un vote en faveur de Jean-Pierre Darwezi. C'est ce qui explique l'arrivée dans la ville de Kisangani d'Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD. Bochab est venu faire respecter la consigne de vote en faveur du candidat Darwezi. Que dire de la présence ici de Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle? Kabila ne veut surtout pas que la province orientale lui échappe. Il en a des projets. Et pour que son programme de développement marche à merveille, l'élection de Jean-Pierre Darwezi à la tête de la province orientale lui sera d'un grand apport. L'élection aura lieu dimanche. En province orientale, le temps s'est déjà arrêté. Depuis Kisangani, Adam Chemissi pour le compte de Télé7. Rapport Doing Business de la Banque mondiale, édition 2012, la RDC est classée 181e sur les 185 pays concernés. Une position peu honorable, surtout que le pays a perdu quelques points, mais à Kinshasa, on relativise. Pour Faustin Kwediasala et Jean-Louis Miyasukwama, tous deux journalistes spécialistes en questions économiques, la faute est au retard pris dans la mise en application des réformes initiées. Suivez. Climat des affaires, la République démocratique du Congo a encore du chemin à parcourir, l'on voudra pour preuve. Le rapport Doing Business, publié au second trimestre de l'année en cours, un rapport qui place la RDC au bas de l'échelle. Faustin Kwediasala, spécialiste en économie, suggère au gouvernement de passer aux actes par la signature des accords et non s'arrêter aux bonnes intentions, comme c'est le cas actuellement. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est un rapport Doing Business 2013 qui court à partir de sa date de publication jusqu'au prochain rapport qui pourra sortir vers le mois d'octobre 2013. Celui-là sera pour 2014. Et les éléments qu'on a pris en compte dans le cadre de ce rapport, ce sont les réformes engagées pratiquement au courant de l'année 2011. Ce sont ces réformes-là qui ont eu une répercussion sur les rapports qui vont s'étendre jusqu'en 2013. C'est pourquoi, même si on est au courant de l'année 2012, on a déposé finalement les instruments d'adhésion à l'ORADA. On a créé des comités de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. En fait, toutes les réformes qui ont été engagées jusque-là, au courant de l'année 2012, ces réformes, quoique courageuses, n'ont pas été prises en compte dans les rapports qui viennent d'être publiés. Pour Jean-Louis Miyasukwama, l'adhésion de la RDC au traité de New York est l'une des conditions qui pourront rassurer les investisseurs et entrepreneurs à venir investir au Congo. Les réformes opérées par le gouvernement ne sont pas prises en compte. Mais entre-temps sont intégrés aussi, on peut dire, certains problèmes, notamment dans le secteur minier, où il y a des sociétés comme First Quantum ou d'autres qui ont eu des sérieux problèmes. La RDC a mis sur pied son guichet
unique pour la création d'entreprises, en espérant arriver à créer ça en espérant qu'on puisse créer une entreprise en 3 jours. Malheureusement, cette réforme est venue aussi très tard, après pratiquement la période considérée par le Doing Business, donc ça n'a pas été pris en compte. Les 2 journalistes recommandent de la part du gouvernement des réformes ciblées pour raffermir son adhésion à l'OHADA. La loterie DV, un jeu de hasard qui attire un monde fou. Ce jeu qui permet d'immigrer aux États-Unis d'Amérique est l'origine de la ruée constatée ces derniers jours dans les cybercafés de la capitale. Pour ceux qui tentent la chance, la principale motivation est la recherche du mieux-être. Le phénomène devrait interpeller tout le monde sur cette volonté systématique à quitter le pays. Jemima Mogo, Ange Matulonga et Chakonyembo nous en disent davantage à travers ce reportage. On se croirait en pleine campagne électorale, mais il n'en est rien. Ces banderoles disséminées à travers la ville invitent plutôt les Congolais à immigrer vers les États-Unis. Le Diversity Visa Lottery, mieux connu sous l'abréviation DV, fait un vrai tapage à Kinshasa. Enfants, jeunes et vieux, célibataires ou mariés, tout le monde accourt vers le cybercafé de la place pour tenter sa chance. Il y avait mes frères qui ont joué ici, ils ont gagné. Je propose de jouer, c'est que je peux aussi gagner. Il y a un ami à moi. Il est gagnant de ces cyber ici, de ce cyber. Et j'étais motivé moi aussi d'y participer, de poser ma candidature si je voulais dire. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cette nuée? Je me suis décidé à quitter le pays parce qu'il n'y a pas le travail, la vie n'est pas bonne du tout. Je vais accomplir mes rêves. Aujourd'hui, je suis vraiment décidé de venir avec ma fiancée, de venir jouer ça pour elle. Si Dieu le veut, comme Dieu a déjà voulu tout, on va partir. Et pourtant, certains autres n'y croient pas. Sans se faire d'illusions, ils préfèrent rester chez eux au Congo plutôt qu'immigrer dans un pays inconnu, quoique présenté comme un paradis sur terre. J'ai juste ça pour aller où? Pour faire quoi là-bas? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste toujours dans mon pays Congo. Bon, au Congo, il y a tout. Hein? D'abord, je travaille, je suis au boulot. À l'étranger, à l'États-Unis, pour faire quoi? Pour aller porter les cailloux et le fil des carburants, ou de quoi. Contrairement à ce que l'on croit, le gouvernement américain ne donne aux gagnants qu'un visa, le reste est à la charge de l'intéressé, y compris le logement et le boulot une fois arrivé aux États-Unis. Mais la loterie DV est aussi devenue une assiette au beurre pour les tenanciers des cybercafés. Ce que dénonce Edim Poutou, responsable au cybercafé Info Plus. Partout, les gens ont plus de chances de gagner. Mais seulement ce que moi je peux dire là-dessus, il n'y a pas quelque part qu'ils ont un devis loterie beaucoup plus exceptionnel que les autres. Parce que nous tous, nous traitons sur une même base de données, c'est une même site. Donc c'est un jeu d'hasard. Si la chance te sourit, tu vas gagner. Donc c'est juste ça. Chaque année, 50 000 personnes sont retenues à travers plusieurs pays pour immigrer aux États-Unis grâce à la loterie DV. Officiellement, les États-Unis ont instauré cette loterie depuis 1991 pour profiter de la force de ces mélanges de peuples. D'autres y voient plutôt une fuite de cerveau bien planifiée qui, à long terme, peut se révéler néfaste pour les pays en voie de développement comme la République démocratique du Congo. Une vidéoconférence sur les élections américaines et la presse. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa a organisé mercredi au Centre culturel américain un échange d'expériences entre la presse congolaise et Eric Pape, journaliste américain indépendant. Ce dernier avait couvert les élections congolaises en RDC. C'est une rencontre qui entre dans le cadre de plusieurs activités qu'organise l'ambassade des USA. Rossel Martin Bouyamba et Pati Alouma. Des discussions plus ou moins pertinentes sur la présidentielle américaine. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, qui organise cette vidéoconférence, place cette activité dans une série de manifestations qu'elle a initiées pour expliquer le déroulement du processus électoral américain qui prend plus d'une année de campagne. Eric Pape, journaliste indépendant de nationalité américaine, résidant à Paris, échange en direct avec un parterre des journalistes congolais sur la question. Le confrère parle de son expérience en matière des élections
pour avoir couvert les élections de la République démocratique du Congo en 2006, PEIP ne manque pas d'établir un parallélisme avec ce qui se passe au pays de Barack Obama. Ce ne sont pas des organes des partis, en général. Il y a quelques exceptions. Et c'est un changement qui n'est pas toujours très positif pour la presse américaine. Mais la grande différence, je crois, c'est que les journalistes qui travaillent pour les journaux aux États-Unis, ils vont être payés, ils sont des salariés qui ont des boulots de professionnels. Et s'ils ils vont pas être virés parce qu'ils écrivent quelque chose contre un candidat ou un autre candidat. Si c'est le cas, ils peuvent porter plainte et ils vont être défendus. Ce que j'ai vu dans d'autres pays où j'ai travaillé, dans certains pays, les journalistes, ils sont payés s'ils écrivent quelque chose de gentil d'un côté ou de l'autre, ils peuvent être virés parce que un président, un premier ministre appelle pour les virer. Pendant la campagne électorale, les Américains sont informés au moyen des émissions télévisées, des sites web et de nombreuses sources autres que leurs médias locaux. Cette rencontre entre dans la vision de l'ambassade américaine à Kinshasa une manière pour la représentation diplomatique américaine de présenter aux Congolais la transparence et l'esprit démocratique qui caractérisent le processus électoral américain. Le Fonds des Nations Unies pour la population a procédé ce jeudi au lancement de la campagne de sensibilisation et de l'offre gratuite des services de planification. Richard Dakam a saisi l'opportunité pour réaffirmer l'appui technique, financier et logistique de l'UNFPA à cette campagne qu'il veut fructueuse non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces du Bandundu, Katanga et le Bas-Congo, Bijumbuyi et Bébi Malobo. Améliorer la santé maternelle pour réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle et rendre universel l'accès à la médecine procréative et la planification familiale d'ici 2015, c'est l'objectif que s'assigne le gouvernement congolais avec l'appui des agences du système des Nations Unies pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La RDC s'est engagée à augmenter à 85% la proportion d'accouchements assistés par un personnel de santé qualifié. Malheureusement, le niveau actuel des indicateurs de santé maternelle en sont préoccupants et compromettent les OMD qui arrivent à échéance en 2015. La planification familiale permet à la RDC non seulement d'accélérer sa marche vers l'atteinte des OMD santé, mais aussi pour la mise en œuvre des autres objectifs du millénaire pour le développement. L'un des facteurs de la faible utilisation de la planification familiale RDC est la connaissance, l'attitude et de la population, notamment parce qu'ils ne savent pas quels sont les bienfaits de la planification familiale, ne savent pas où trouver les produits contraceptifs et ne savent pas quelles sont les institutions nationales où ils peuvent aller chercher les services de qualité en matière de planification familiale. Donc cette campagne lance une vaste opération qui va continuer dans les années à venir parce que la planification familiale est le levier principal de réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. La RDC compte parmi les pays de l'Afrique subsaharienne qui accusent le plus gros retard en ce qui concerne la mise en œuvre des OMD. Le taux de mortalité maternelle reste scandaleusement élevé. Chaque heure, 2 femmes décèdent pendant la grossesse et à l'accouchement. Tirage au sort de la CAN 2013 en Afrique du Sud, les léopards de la RDC ont hérité du groupe B, composé des Black Stars du Ghana, des Aigles du Mali et le Niger. La cérémonie a eu lieu mercredi soir à Durban, en Afrique du Sud. Le sélectionneur des léopards, Claude Leroy, croit aux chances de qualification de son équipe pour le second tour. Quelle équipe va rejoindre le Ghana ? Et voilà, je vous l'ai dit, le choc. Déjà une grosse équipe avec une autre grosse équipe. Ça fait une finale déjà. 1968, but de Kalala, le Ghana est battu. Composé du Ghana, du Mali, du Niger et de la République démocratique du Congo, le groupe B est plus ou moins jouable pour les fauves congolais. Le sélectionneur national de la RD Congo, Claude Leroy, l'avait annoncé lors de sa dernière conférence de presse à Kinshasa que son équipe produira un football de qualité en Afrique du Sud.
Au vu de la composition du groupe B, la sélection congolaise peut se qualifier pour le deuxième tour de la CAN. Cela peut être possible que si le staff technique et les joueurs prennent les choses à leur juste proportion. Loin de triomphalisme, car le Mali et le Niger montent depuis quelque temps en puissance. La plus grande responsabilité revient aux responsables du football congolais. Ils devraient prendre des dispositions nécessaires pour rendre l'équipe prête à la compétition. Avec en tête les Black Stars du Ghana, quart finaliste de la dernière Coupe du Monde, et le Mali en super forme, et troisième de la CAN 2012, la Fédération congolaise de football association ne doit pas négliger en ce qui concerne la préparation avec quelques matchs amicaux de haut niveau. La RD Congo sera sans nul doute prête pour la grande messe que les pays de Nelson Mandela organisent pour la seconde fois. Et voici la composition de tous les groupes. Le groupe A est composé de l'Afrique du Sud, pays organisateur, de l'Angola, du Maroc et du Cap-Vert. Au groupe B, on retrouve le Ghana, le Mali, le Niger et la République démocratique du Congo. La Zambie, championne en titre, fait partie du groupe C avec le Nigeria, le Burkina Faso et l'Éthiopie, alors que le groupe D semble être le plus difficile, groupe de la mort, avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie et le Togo. Retour à l'ordre constitutionnel à Madagascar. Là, nous sommes en page internationale. Un accord sur le budget électoral a été signé mercredi. Une étape pour le retour de la paix dans ce pays avec l'appui de la communauté internationale. Il s'agit d'une avancée prometteuse pour les élections de 2013. Africa 24. Avec la signature mercredi à Antananarive du projet d'appui au cycle électoral 2012-2014, plus connu sous le nom de PASSEM, c'est une étape cruciale vers le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel qui a été franchi. Outre l'État malgache, le budget électoral a reçu l'appui des partenaires internationaux comme l'Union européenne, la Norvège ou la Suisse. La préparation des élections commence dès maintenant. Nous sommes dans la phase d'édition des listes électorales et toutes les étapes qu'on va faire pour arriver aux élections sont écrites dans ce projet. Les Nations Unies, partie prenante dans l'organisation de ces futures élections, ont tempéré l'optimisme ambiant en insistant sur la nécessité de mobiliser des sommes supplémentaires pour pouvoir clôturer le budget du PASSEM. Notre préoccupation majeure, c'est d'essayer de combler le gap. Vous savez que sur les 65 millions qui ont été, disons qu'on demande pour pouvoir organiser ces 4 tours d'élection, seuls 23 à 25 millions sont mobilisés à travers la contribution de l'Union européenne pour 17 millions d'euros, la Norvège pour $1 million et la Suisse pour 330 000 francs suisses. Et les Nations Unies se sont engagées pour 4 millions. Ça ne fait qu'un tiers du budget. Depuis la fin de 2008, où a éclaté la crise politique malgache, la communauté internationale avait suspendu tout financement à l'île Rouge. Désormais, la donne a changé. Le premier tour des prochaines élections présidentielles à Madagascar est prévu pour le 8 mai 2013 prochain. Un an est passé après l'assassinat du colonel libyen Mouammar Kadhafi à Sirte, son village natal. Une mort qui marque la chute de l'ancien régime. L'on se demande où est le pays après cette mort. Une question qui prête à polémique. Des explications de Africa Télévision. Un an après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, où en est la Libye? La libération du pays avait suscité beaucoup d'espoir et d'attentes. De ce premier anniversaire, le scepticisme commence à gagner une partie de la population libyenne, préoccupée par la situation économique du pays. Les choses n'ont pas réellement changé depuis le 17 février, début de la révolution. Le chômage est toujours aussi élevé chez les jeunes. Ils n'ont qu'une seule issue, tenter de travailler dans le commerce. Là encore, la concurrence est trop importante. Il n'y a finalement aucun changement, aucune amélioration. Mais si la reprise économique du pays peine à décoller, une grande partie des Libyens connaissent toutefois jouir d'une plus grande liberté d'action après 42 ans de pouvoir sans partage. Les gens sont soulagés depuis la libération du pays. Avant, nous avions de la peine à vendre des bijoux, car c'était mal vu d'exposer sa richesse. Il y avait des risques de représailles. Les gens n'ont plus peur maintenant. Nous pouvons donc travailler sereinement.
En organisant ses premières élections libres en juillet dernier, la Libye a fait un pas important sur le chemin de la démocratie. Mais le désarmement des milices et la refonte de l'armée sont des étapes essentielles pour consolider le processus politique naissant. À présent, nous allons retrouver aussi Martin Bouyamba pour la revue de presse. Il a commenté pour vous les journaux parus ce jeudi dans la capitale. Tant que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo inquiète toujours, la presse quinoise n'aura pas de repli. Le potentiel qui fait toujours de la lutte contre la balkanisation du Congo son cheval de bataille est convaincu que la solution à la crise qui sévit dans l'est du territoire national ne pourrait pas sortir de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Premier ministre congolais l'a lui aussi compris. Matata juge hypothétique toutes les initiatives prises jusqu'à ce jour dans ce sens par cette organisation sous-régionale, rapporte le potentiel. Si cela est ainsi, la solution viendra-t-il de Zuma, s'interroge l'observateur. En visite en République sud-africaine, Joseph Kabila a signé conjointement avec son homologue sud-africain un communiqué dans lequel Jacob Zuma s'est engagé à œuvrer pour lutter contre l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Attendons voir. Savez-vous que la RD Congo est classée 181e sur 185 pays dans le monde des affaires et des investissements? Le phare fait allusion justement au rapport Doing Business de la Banque mondiale pour l'édition 2012. Pour le confrère, la RD Congo a encore du chemin à parcourir. Toutefois, la RDC a progressé dans les 3 indicateurs dont l'octroi des permis de conduire +1, le transfert des propriétés +3, le règlement de l'insolvabilité +1, précise le tabloïd. Sous le titre Floribert Chebeya ou Norbert Zongo, l'avenir conclut tout de suite que François Hollande a un problème personnel contre Joseph Kabila. Et pourtant, le président de la RD Congo a manifesté sa volonté de juger les présumés coupables devant la justice congolaise, alors que le frère du président burkinabé inculpé pour avoir assassiné Norbert Zongo a vu les tribunaux abandonner les poursuites, compare le quotidien. Forum des As revient sur le récent décret Matata sur l'interdiction d'importation des véhicules d'occasion d'avant 2002. Le confrère constate que ce décret pose problème. Il craint qu'une fois appliquée, cette mesure puisse rendre encore plus difficile le transport en commun à Kinshasa, où cette activité dépend essentiellement des privés. Et ces phrases interdites de lire renseignent que Mwamba Fula demande au féticheur Moulo Poetou de Tchaba: un millionnaire de chez moi voulait épouser ta fille. Tu n'as pas voulu. Tu as préféré la marier à un pilote venu justement de Kinshasa. Et pourquoi? Au moins, avec le pilote, j'aurai la possibilité d'aller au ciel directement sans devoir mourir au préalable. Anita, les sorciers peuvent-ils faire confiance aux pilotes? Mais dans ces cas, je deviens sorcier. Vous aussi, non? Pas de réponse, Roselyne Martin Bouyamba, à cette question. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.